Donc, pour commencer, euh, qu'est-ce que c'est le CSS? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une petite idée déjà, qui peuvent nous donner une définition de ce que c'est CSS, même de manière très vague? Oui, c'est un langage web. Donc on met tout ce qui est mis en page, les règles de couleurs, tout ça dans HTML. Voilà, c'est un Le langage, blog, des choses comme ça. effectivement, un langage qui sert à faire du design et donc à définir le style des pages web. Pour revenir rapidement sur HTML, HTML c'est le langage de base du web. Toutes les pages web sont construites avec HTML. Et c'est un langage qui permet de définir le contenu des documents et des pages web. Donc le HTML va vous permettre de définir le texte, les images, la structure, etc. d'un document sur le web. Mais c'est un langage qui a peu de possibilités de mise en forme, qui n'a pas été conçu pour ça. Et donc en HTML, vous pouvez un peu changer la couleur du texte ou des choses comme ça, mais des choses très basiques. Et vous ne pouvez pas faire de vrai design comme on en a actuellement sur la plupart des sites web. C'est pour ça qu'on a vu apparaître CSS, qui est un langage complémentaire, qui est apparu 2-3 ans après HTML, HTML qui était lancé en 92, pour pouvoir rajouter des informations de design aux pages web. Et donc, comme ça a été dit, la couleur des blocs, la couleur du texte, la taille des éléments, le positionnement, etc. L'idée derrière la complémentarité entre HTML et CSS, ça va être de séparer au maximum la forme et le contenu. C'est-à-dire que le HTML va être utilisé pour définir vraiment le contenu d'une page web et le CSS pour définir la forme, le design de cette page. L'intérêt, ça va être de pouvoir modifier le design d'une page sans avoir à toucher à son contenu. Donc de le faire de manière beaucoup plus efficace. De la même manière, de pouvoir réutiliser du CSS et donc le même design sur plusieurs pages web. Ce qui est indispensable sur un grand site où vous avez des centaines de pages, vous ne pouvez pas vous embêter à refaire la même mise en page des dizaines de fois. Il faut pouvoir réutiliser la même mise en page partout. CSS va servir à ça. C'est donc le langage qui est utilisé par tous les sites web actuels pour faire leur mise en forme. Tout comme HTML, c'est un langage qui va être interprété par un navigateur, c'est-à-dire que quand vous allez consulter un site web, votre navigateur, quel qu'il soit, va demander une page web, et donc ça va vite m'énerver, et va donc recevoir de la part du serveur le code HTML et CSS du site web. Et donc il va analyser le HTML pour vous afficher le texte, les images, tout le contenu, et il va ensuite analyser le CSS pour mettre en forme tout cet affichage. Il faut savoir que du coup, comme c'est le navigateur qui va interpréter et afficher le CSS, il peut y avoir des différences entre les différents navigateurs. Au niveau qu'on va voir là, on va voir des choses relativement simples, donc il n'y a pas de problème vraiment de compatibilité. Mais CSS, c'est un langage qui évolue très rapidement, il y a des nouveautés très régulièrement, et les navigateurs ne vont pas mettre en place ces nouveautés au même rythme ou de la même façon. Donc sur des techniques avancées, on peut avoir des comportements qui sont différents selon le navigateur, ou avoir carrément des choses qui vont marcher dans Firefox, mais pas du tout dans Internet Explorer. Donc la version actuelle de CSS, c'est la version 3, qui est une version qui a amené beaucoup de nouveautés, un peu la même manière que HTML5, pour ceux qui voient, où on a eu pendant longtemps CSS2 qui était une version assez stagnante, où il était difficile de faire des choses vraiment élaborées. C'était conçu pour faire des pages web avec des blocs carrés et des choses assez simples. Pour vous donner une idée, pendant longtemps en CSS2, on ne pouvait pas mettre de bord arrondi à un bloc sur une page web. Avec vraiment l'expansion
du web ces dernières années, il y a eu un besoin de faire des choses créatives pour que les sites puissent se démarquer les uns des autres. Et donc, CSS3 répond à ce besoin de pouvoir faire du vrai design dans le navigateur. Ce qu'on va voir ici, c'est des exemples simples, donc qui, pour la plupart, correspondent à CSS2. De toute façon, tout ce qu'on voit en CSS2 fonctionne parfaitement en CSS3. Et on fera une deuxième formation en décembre. Vous pouvez déjà vous inscrire, je crois que c'est le 17 décembre, je suis pas sûr. Spécifiquement sur les nouveautés apportées par CSS3. Donc avec des choses un peu plus poussées. Juste pour préciser, on va voir ici du CSS utilisé avec du HTML, ce qui est quasiment toujours le cas, mais il faut savoir que CSS peut être utilisé avec d'autres langages. Vous avez par exemple quelque chose qui s'appelle Carto CSS, qui est du CSS utilisé pour définir le design de cartes, des cartes du monde, des cartes de ville. C'est un exemple de cas où on peut utiliser du CSS pour autre chose que du HTML. Mais dans 99% des cas, le CSS, ça va être utilisé pour appliquer du design à du HTML. Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à ces quelques notions-là? C'est pas les CSS plus ou sinon c'est non, CSS plus. Sinon je vais faire un amalgame. Ça ne me dit rien. Désolé. Pas d'autres questions? Donc, rapidement, avant de voir des exemples de CSS, voir comment écrire du CSS. C'est un langage informatique, donc il va falloir pour l'écrire un éditeur de code. Un éditeur de code, c'est simplement un éditeur de texte qui va vous permettre d'entrer du texte avec votre clavier, avec des fonctionnalités supplémentaires adaptées spécifiquement au langage informatique. Vous pouvez en fait tout à fait utiliser un éditeur de texte très basique comme le bloc-notes Windows pour faire du langage informatique, mais ça sera compliqué parce que vous n'avez pas forcément toutes les aides que vous pouvez avoir dans un éditeur de code. On va voir après des exemples, mais dans un éditeur de code, vous avez notamment ce qu'on appelle la coloration syntaxique, c'est-à-dire que vous allez avoir les différents éléments de votre code qui vont être mis en valeur avec des couleurs différentes pour que ce soit plus agréable à lire. Vous allez aussi avoir des outils qui vont vous indiquer quand il y a des erreurs dans votre code, des choses qui ne sont pas écrites correctement, et donc ça peut vous le signaler. Du coup, c'est vraiment une aide précieuse quand on veut écrire du code. Là, vous avez 3 exemples d'éditeurs de code, Notepad++, Brackets et Sumtron. Vous en avez plein d'autres qui existent, beaucoup de gratuits, ceux-là sont gratuits. Et la plupart sont adaptés à tous les langages informatiques. C'est-à-dire que vous pouvez les utiliser pour faire du HTML, pour faire du CSS, pour faire d'autres langages comme le JavaScript ou le PHP. Vous pouvez généralement tout faire avec. Vous avez aussi ce qu'on appelle des éditeurs visuels, qui sont des éditeurs qui permettent de faire du HTML et du CSS sans vraiment avoir à taper directement du code. Vous allez pouvoir éditer votre page web comme dans un éditeur du texte, un traitement de texte bureautique comme Word, et avoir directement le résultat qui se met en forme. C'est quelque chose qui est de plus en plus déconseillé parce que déjà ça a tendance à faire du code qui n'est pas optimisé, pas lisible et qui est très difficile à modifier par la suite. Et l'autre problème, c'est qu'avec toutes les évolutions récentes du web, toutes les nouveautés qu'on a pu avoir en HTML5, CSS3, etc., ce genre d'éditeur se retrouve assez vite à la ramasse et n'arrive pas à suivre les évolutions et vous donnera pas la possibilité de faire tout ce que vous pouvez faire normalement avec du CSS. Donc ce qu'on va voir là, c'est vraiment l'édition avec un éditeur de code. Alors, un premier exemple rapidement de comment on utilise du CSS dans du HTML. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop fait de HTML, je vais revenir rapidement sur ce qu'on voit là. Donc, vous avez ici un document HTML très simple avec le code qui est indenté. C'est-à-dire qu'on a mis ici des tabulations ou des espaces
avant chaque niveau de balise pour le rendre plus lisible, mais vous pouvez très bien écrire tout à fait la même chose sur une seule ligne sans retour à la ligne, ça fonctionnera également. Et sur ce code, on a ici donc ce qu'on appelle des balises, qui sont ces éléments qui commencent par un signe inférieur à et qui se terminent par un signe supérieur à, ce qu'on va appeler couramment des chevrons. Vous remarquez ici que pour chaque balise, comme ici la balise HTML, vous avez une balise correspondante, plus loin, qui a en plus un slash avant le nom de la balise. C'est ce qu'on appelle une balise fermante. En HTML, chaque balise qu'on va ouvrir va devoir être fermée par la suite plus loin. Et donc tout ce qui est entre ces deux balises, la balise ouvrante et la balise fermante, va être contenu dans cette balise. Donc on a ici dans notre balise HTML en fait tout le contenu du document HTML. La balise HTML, c'est une balise qui va contenir l'ensemble du document. On va indiquer tout ce qui est là-dedans, c'est notre document HTML. Avant ça, sur la première ligne, on a ce qu'on appelle le doctype, qui est un élément qui sert à indiquer que le document est en HTML et quelle version de HTML. Avant, sur des versions plus anciennes de HTML, le doctype c'était quelque chose d'assez long, d'assez illisible, qui indiquait très précisément quelle version de HTML on était en train d'écrire. Depuis HTML5, ça a été simplifié à simplement cet élément-là, donc avec doctype HTML dedans, pour indiquer qu'on utilise simplement la dernière version de HTML disponible, sans avoir besoin de préciser plus. C'est quelque chose qui va se retrouver en début de tous les documents HTML et qui suffit simplement de copier tel quel en début de document. Dans notre balise HTML, on a ici une balise head qui contient l'entête du document. L'entête, ça va être là où on va indiquer des informations qui se rattachent au document, ce qu'on appelle des métadonnées, mais qui ne sont pas forcément, qui sont pas affichées dans le document. L'exemple le plus courant, c'est la balise title ici qui va indiquer le titre du document. Si je prends un document HTML donc sur un site web, par exemple sur le site de l'université, vous avez ici un titre qui s'affiche dans l'onglet de mon navigateur. Ce titre, c'est la balise title du document. Il est récupéré dans cette balise. C'est un élément qui se rapporte au document, mais qui n'est pas forcément affiché dans la page. Ensuite, en plus de la balise head, on a une balise body qui, elle, contient le corps du document. Et donc, à l'inverse, le corps du document, c'est tout ce qui va être contenu et affiché dans la page. Là, dans notre document, dans le corps, on a simplement une balise P, donc pour un paragraphe, qui affiche du texte. Donc, ceci est une page web écrite en HTML. Donc, si on affichait ce document HTML-là dans un navigateur, on aurait simplement un paragraphe qui s'afficherait avec ce texte dans la page. Là où CSS rentre en compte, c'est qu'on va pouvoir lier cette page HTML avec du code CSS, avec une feuille de style en CSS, et dire au navigateur, ce document HTML, il faut lui appliquer cette feuille de style là. Pour ça, on va utiliser une balise link qui va indiquer en fait quel fichier CSS il va falloir récupérer. Donc sur cette balise link, on a ce qu'on appelle des attributs qui permettent de spécifier des paramètres supplémentaires qui s'appliquent à cette balise. Et donc le premier attribut qu'on a ici, c'est l'attribut rel qui indique le type de relation que ce lien met en place. Ici on a style sheet, donc feuille de style, qui est en fait donc la relation qu'on va utiliser pour charger du CSS. Et à côté, dans notre attribut href, on a mon style.css qui est le nom du fichier CSS qui va être chargé. Avec simplement un nom de fichier comme ça, ça veut dire qu'on va charger un fichier qui a ce nom-là dans le même dossier que le document HTML. Le navigateur va regarder dans le dossier où il a cherché le document HTML s'il y a un fichier mon style.css et il va télécharger ce fichier et l'appliquer à la page.
Donc, je vais vous montrer un exemple rapidement de documents HTML similaires. Donc, je crée ici un fichier exemple.html que je vais éditer avec Notepad++, qui est un des éditeurs de code que je vous ai listé avant. Et là, je vais pouvoir entrer mon code HTML. Donc, pour reprendre rapidement, je commence mon code par un doctype. J'ai ensuite une balise HTML qui contient un élément head. Je vous refais en fait rapidement à peu près le même code que je viens de vous montrer. Et donc, là, je mets mon title. Je vais l'appeler page. Alors attendez. Il me l'a nommé en .txt. Oh. Je vais le réenregistrer correctement. Voilà. Donc là, j'ai enregistré correctement en .html et du coup, mon éditeur Notepad++ détecte que c'est du HTML et m'affiche une coloration donc avec les balises en bleu et le texte en noir, par exemple, pour les différencier visuellement plus facilement. Et donc, je mets ici mon paragraphe. Donc voilà, là j'ai un document HTML très simple, avec simplement un titre dans l'entête et un paragraphe dans le corps. Et donc maintenant, si j'ouvre ce document avec un navigateur, ici avec Firefox, j'ai ici le paragraphe que j'ai tapé, et ici le titre que j'ai mis dans la balise title. Voilà. Si dans Firefox je fais clic droit, code source de la page, je retrouve ici le même code que je viens de taper. Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions? Tu peux répéter l'opération pour regarder les codes sources? Pour afficher le code source dans Firefox, vous pouvez faire clic droit, code source de la page. Ou CTRL U au clavier, si vous préférez. Là c'est Firefox, mais vous avez ça dans la plupart des navigateurs. Chrome fait la même chose très bien. Et donc là je peux rajouter dans le corps de mon document HTML plus de texte, des images, etc. Je ne vais pas refaire un cours de HTML, mais vous pouvez rajouter un certain nombre d'éléments dans un document HTML. Mais vous avez à ce niveau-là pas de possibilité de mettre en forme ces éléments. Vous pouvez mettre en gras, mettre en italique, des choses comme ça en HTML, mais pas vraiment de mise en forme complexe. Et donc là, pour ça, je vais devoir créer un fichier CSS. Donc, je vais enregistrer ici, dans le même dossier, un fichier que je vais appeler exemple.css. Le mauvais. Donc, j'ai dans mon dossier mon fichier exemple.html et mon fichier exemple.css. Les deux s'appellent pareil, mais je peux tout à fait leur donner des noms différents. La seule règle, c'est qu'il faut que mon fichier HTML se termine en .html et que mon fichier CSS se termine en .css. Et donc, là, je vais pouvoir utiliser une balise link pour faire le lien entre les deux fichiers. Donc, contrairement à ce que j'ai dit avant, contrairement par exemple aux balises head et body qui ont une balise ouvrante et une balise fermante, j'ai ici qu'une seule balise link. J'ai pas ma balise link de début, ma balise link de fin. Parce qu'il y a des gens qui savent pourquoi.
En fait, la balise link, ça fait partie d'un groupe de balises qu'on appelle des balises auto-fermantes et qui n'ont pas besoin d'avoir de balises fermantes parce que elles n'ont pas vocation à contenir d'autres éléments. Dans un paragraphe, vous allez mettre du texte, des images, du gras, vous allez mettre d'autres éléments. Dans un lien, ici une balise link, vous n'avez pas de contenu à mettre dans cette balise, à faire apparaître. Donc pour indiquer qu'elle est auto-fermante, on va simplement finir ici la balise par un slash avant le chevron fermant, contrairement aux autres où ici on n'a pas de slash avant. Et donc ici, ça indique qu'il faut charger le fichier exemple.cs. Donc si j'actualise ma page ici, j'ai effectivement le lien vers exemple.css. Par contre, ça ne change rien pour l'instant parce qu'on n'a pas encore entré de CSS. Alors, avant d'écrire du CSS, je vais faire un petit point rapidement sur la syntaxe du langage CSS. Comment on écrit du CSS. Comme pour les HTML et pour les autres langages, il faut respecter un certain nombre de règles si on veut que ce qu'on écrit soit compris et interprété correctement par le navigateur. Donc ici, on a un exemple très simple de fichier CSS. Sur la première ligne, on a ce qu'on appelle un commentaire, ce qu'on a dans la plupart de langages informatiques, qui est en fait une partie qui est destinée à la lecture par les humains, contrairement au reste du code qui doit être interprété par l'ordinateur. En CSS, un commentaire, ça commence par slash astérisque et ça finit par astérisque slash. Tout ce qui est compris entre ces deux éléments, le navigateur va simplement l'ignorer et pas en tenir compte. Donc on va pouvoir ici mettre des commentaires à destination des gens qui vont lire le code. Les gens qui vont lire le code, ça peut être les gens avec qui vous travaillez, si vous travaillez à plusieurs sur un site web. Ça peut également être vous-même, dans 6 mois. Qui ne vous rappelez plus exactement pourquoi vous avez écrit ce bout de code, ce que vous avez voulu faire. Et donc c'est utile de mettre des commentaires pour expliquer ce qu'on fait, pour dire cette partie-là n'est pas terminée, il faudra la finir plus tard, ou des choses comme ça. Ensuite, outre ces parties de commentaires que vous pouvez placer n'importe où, à peu près n'importe où dans votre code, vous avez le code CSS à proprement parler. Du CSS, ça aura globalement toujours cet aspect-là. C'est-à-dire un bout de texte ici, qu'on va expliquer, une accolade, d'autres lignes là, et une accolade qui ferme. Chaque élément composé comme ça va être une règle CSS qui va s'appliquer à un ou plusieurs éléments de votre page HTML. Ici, on a en fait un A qui indique que ces règles-là, elles vont s'appliquer aux balises A dans votre document HTML. Une balise A en HTML, c'est un lien, c'est ce qui permet de faire un lien vers une autre page web. Et donc, on va dire que tous les liens de notre page ici, donc toutes les balises A, vont avoir une certaine couleur et une certaine taille de police. On va lister en fait ici des propriétés CSS qui vont s'appliquer à ces éléments. Les propriétés, c'est ici des mots-clés comme ça qui vont définir un aspect de l'élément et vous en avez des dizaines qui permettent de définir la taille de cet élément, sa position, sa couleur, etc. Donc ici un exemple de propriété simple, c'est la propriété color. En spécifiant color de points et une valeur, on va indiquer la couleur qu'on va appliquer à cet élément. Il y a plusieurs façons de noter les couleurs en informatique. Ici, on a une notation en hexadécimal qui est la plus utilisée sur le web, qui vous permet en fait de noter très précisément la valeur d'une couleur. Ce qu'on a ici, ça correspond à du rouge. C'est pas forcément très lisible pour un humain, mais vous avez plein d'outils
qui vous permettent de convertir les notations de couleurs et notamment d'utiliser une pipette pour sélectionner une couleur dans une image, une page, etc. et vous donner la notation hexadécimale que vous pouvez après utiliser dans votre CSS. Ensuite, on a une propriété font size qui, elle, va définir la taille de police de cet élément. Donc ici, 12 pixels. Donc ça correspond à un texte de 12 pixels. Chaque propriété, il faut à chaque fois le noter de la même façon, c'est-à-dire avec le nom de la propriété, 2 points, puis sa valeur, puis un point virgule. Chaque propriété doit toujours se terminer par un point virgule. Donc pour revenir à notre exemple de page web qu'on avait ici, le seul élément que j'ai affiché dans ma page, pour l'instant, c'est une balise P. Donc ce qu'on peut faire, c'est appliquer un style à cette balise P. Pour ça, dans mon CSS, je fais donc P, j'ouvre une accolade, ferme, et ici je vais pouvoir mettre mes propriétés. Alors comme en HTML, c'est une convention d'indenter les propriétés en mettant une tabulation avant pour que ce soit plus lisible dans un grand fichier. Mais je peux tout à fait écrire ma propriété ici directement à gauche. Et donc, je vais par exemple donner une certaine couleur à cet élément. Donc si je recharge ma page, j'ai maintenant mon élément qui est en rouge, un poil sombre, qui est la couleur que j'ai spécifiée. Comme j'ai spécifié pour P, ça va s'appliquer à tous les éléments P de la page. Si sur ma page, j'ajoute une balise P et que je recharge ma page, j'ai donc un paragraphe en plus qui lui aussi a la même couleur, parce que la règle que j'ai définie s'applique à tous les éléments similaires. Pour juste revenir rapidement aux couleurs, vous avez une autre notation qui peut être utilisée, qui est tentante au début, c'est d'utiliser les noms des couleurs. Vous pouvez utiliser les noms des couleurs en anglais. Par exemple, je peux mettre ici red. Et donc, je vais avoir du rouge vif. Vous avez à peu près, je crois quand même quelques centaines de noms de couleurs qui sont définis par les navigateurs que vous pouvez utiliser. Vous avez aussi dark red, light red, pour des variantes un peu comme ça. Le problème, c'est que c'est des couleurs quand même très tranchées. Généralement, red, green, blue, etc. Ça va être des couleurs vives qui ne sont pas franchement adaptées à un design moderne. Et donc, c'est vraiment conseillé d'utiliser la couleur la plus précise possible et du coup d'utiliser une notation en hexadécimale. Donc là, j'ai vu comment appliquer ici un style à l'ensemble de mes paragraphes de la page. Mais si maintenant je veux appliquer un style par exemple à un seul des paragraphes, le premier ou le deuxième, je vais avoir besoin de spécifier plus précisément à quoi j'applique mon CSS. Avant ça, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exemple ? Pour pouvoir appliquer du CSS à certains éléments précisément, on a deux choses possibles. On a d'une part les classes et d'autre part ce qu'on appelle les ID. Ça va être des manières, dans les deux cas, de donner un identifiant à un élément HTML pour pouvoir ensuite le sélectionner précisément en CSS. La différence entre les classes et les ID, elle est toute simple. C'est que vous pouvez avoir plusieurs éléments dans votre page HTML qui ont la même classe. Par contre, vous pouvez avoir qu'un seul élément qui a la même ID. Donc vous allez utiliser l'ID pour sélectionner un élément unique et la classe finalement pour sélectionner un groupe d'éléments. Vous pouvez tout à fait utiliser les deux selon ce que vous voulez sélectionner. On a tendance de plus en plus à utiliser uniquement les classes, parce que rien n'empêche d'appliquer une classe à un seul élément. Il n'y a rien qui l'interdit. Et que les ID posent certains problèmes. On en verra après justement. Mais vous pouvez utiliser tout à fait les deux. Donc là, j'ai un exemple de HTML avec une balise div. Donc une balise div, c'est un bloc.
simplement. Ça définit simplement un bloc dans votre page. Et donc, cette balise div a une classe bloc, donc qui est notée avec un attribut classe, comme ça, en anglais, et un ID bloc 1. J'ai en dessous une deuxième balise div qui a la classe bloc, mais pas d'ID. Ici, mon exemple de CSS, la première règle là, donc bloc, va sélectionner en fait la classe bloc. Pour ça, vous notez point, puis le nom de la classe. Donc ici, point bloc, ça va sélectionner tous les éléments qui ont la classe bloc. Et du coup, la couleur ici qu'on définit va s'appliquer aux deux éléments ici, parce que ces deux éléments ont la classe bloc. Par contre, ici, on sélectionne un ID. Donc avec dièse, puis le nom de l'ID, on va sélectionner l'élément, le seul du coup, qui a cet ID. Si vous mettez ici ID égale bloc 1 sur le deuxième élément, vous faites quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est pas prévu, et vous allez avoir des erreurs. Vous allez avoir un comportement notamment qui est un peu imprévisible selon le navigateur. Certains vont appliquer le style à tous les éléments qu'on a dit, d'autres seulement au premier, d'autres à aucun. Donc c'est vraiment pas fait pour avoir plusieurs éléments qu'on le même ID. Et donc ici, j'en ai qu'un seul qui a l'ID bloc 1, donc ici cette règle va s'appliquer qu'au premier bloc. Ici on a une règle font weight bold. Je rentre pas dans les détails, mais ça va mettre le texte en gras. Donc pour revenir à notre exemple, si je veux par exemple appliquer un style qu'à mon deuxième paragraphe, si je veux le mettre plus grand, je vais pouvoir lui donner un ID que je peux appeler comme je veux ici. Je sais pas, je peux appeler num2 par exemple. Et ensuite faire référence à cet ID en mettant dièse le nom de l'ID et ma règle à la suite. Et donc ici, si je mets un font size, je sais pas, 20 pixels, ce qui est assez grand, et ben j'ai uniquement le deuxième paragraphe qui est agrandi. Est-ce que c'est clair, ces notions de classe et d'ID? Alors, là, on a vu des règles qui sélectionnaient à chaque fois un seul élément. Il est tout à fait possible, pour une même règle CSS, de sélectionner plusieurs éléments. Il va falloir simplement séparer, donc ici, ce qu'on appelle les sélecteurs, à chaque fois par une virgule. Donc, ici, on a dièse bloc 1, virgule dièse bloc 2, ça sélectionne l'ID bloc 1 et l'ID bloc 2. Alors, ça ne va pas sélectionner un élément qui aurait l'ID bloc 1 et l'ID bloc 2, le même élément. Ça va sélectionner les éléments qui ont l'ID bloc 1 et les éléments qui ont l'ID bloc 2 et appliquer ce style à tous ces éléments-là. Vous avez ensuite une classe, donc la classe petit bloc, qui est dans la même règle, donc ça va s'appliquer aussi à cette classe-là. J'ai un retour à la ligne ici, c'est simplement pour vous montrer que vous pouvez faire un retour à la ligne après une virgule ou simplement tout mettre sur la même ligne, ce qui n'est pas forcément lisible si vous avez beaucoup de sélecteurs parce que ça peut être un peu long. Après, vous voir. Après, vous pouvez nommer vos classes comme vous le souhaitez, vos ID aussi. Il faut simplement que ce soit parlant et que en voyant une classe, vous voyez à quoi ça se rapporte dans votre page. Sachez également qu'un élément peut avoir plusieurs classes. Si vous voulez qu'il y ait plusieurs styles différents qui se l'appliquent, il n'y a pas de problème. Par contre, il va pouvoir avoir qu'un seul ID. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport au fait de pouvoir grouper les règles comme ça? Alors, une dernière notion un peu théorique qu'on a besoin de traiter, c'est la notion de priorité. Vous pouvez tout à fait écrire plusieurs règles différentes qui se rapportent au même élément. Ça va même parfois être nécessaire.
Ça, Fais un je- choix. Quoi? Fais un choix. J'en ai fait un D'un avant. moment, on a fait un choix, quoi. J'en ai fait un avant et il me l'a pas gardé. Ah, il y a ne plus affiché ce message. Ok. Bon, ben voilà. Et vous allez pouvoir appliquer plusieurs styles au même élément. Ça peut être nécessaire dans la construction de votre page pour des designs un peu complexes. Vous pouvez avoir une liste avec différents blocs. Et il y en a certains qui sont bleus, certains qui sont rouges, mais tous les blocs ont une forme similaire. Du coup, vous allez avoir une règle qui s'applique à tous les blocs qui va donner la forme, mais une règle qui s'applique à certains blocs qui va donner la couleur. Donc du coup, ces blocs-là vont avoir plusieurs règles qui s'y rattachent. Donc vous pouvez cumuler les règles en CSS. Sachant, Un Oui. bloc, c'est pour ça par la vente. C'est ce qu'on veut, un peu. un bloc, c'est un élément en HTML, donc avec une balise div, et vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. C'est simplement une manière de grouper des choses ensemble, et du coup de pouvoir y appliquer un style sur cet élément-là. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dans un bloc. C'est un sac. En fait. Il y a un peu de contenu, il a besoin d'être du contenu dans des sacs, justement. Donc, vous choisissez des sacs dans lesquels vous allez appliquer. Donc pour vous donner un exemple, en prenant le site de Straswell, Tout à fait bazar. oui, bah voilà. C'est très courant sur un site web un peu complexe que vous ayez en fait beaucoup de feuilles de style différentes. Ici, vous avez plusieurs balises link qui chargent des fichiers CSS différents. Parce que vous avez un fichier CSS général pour le site, un pour le thème qui est utilisé, un pour les différents plugins, etc. Sur des sites complexes, vous avez vite beaucoup de fichiers CSS. Il faut savoir que dans chacun de ces fichiers-là, vous pouvez très bien avoir des règles similaires. Vous pouvez avoir, dans mon premier fichier CSS, une règle qui va appliquer un style à la classe, je sais pas, la classe pied de page, et avoir dans un autre fichier CSS qui est chargé après, avoir également une règle qui s'applique à la classe pied de page. Dans ce cas-là, il y a besoin de savoir quel style va être appliqué effectivement, parce que vous pouvez avoir dans ces règles les mêmes propriétés. Si vous avez une couleur qui est définie une fois dans un fichier pour cette classe-là et qui est définie une deuxième fois dans un autre fichier pour la même classe, c'est important de savoir quelle couleur va être effectivement choisie. Globalement, sans rentrer dans les détails, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a l'ordre dans lequel sont chargées les règles. C'est-à-dire que deux règles exactement identiques vont... Enfin, c'est la deuxième, c'est la règle qui est chargée en dernier qui va surcharger l'autre et qui va s'appliquer. Mais ça, c'est si les règles sont identiques. À chaque fois, on a point pied de page et point pied de page, la même, etc. Par contre, quand on mélange des classes et des ID, il y a un comportement qui est un peu particulier. Ici, j'ai une balise div qui a la classe bloc et l'ID bloc 1. Et là, j'ai un ensemble de règles qui se ramènent soit à la classe bloc, soit à l'ID bloc 1. Et donc qui définissent des couleurs différentes. Est-ce que vous avez une idée ici de quelle couleur va être appliquée effectivement à cet élément? Au hasard. Pardon? Le premier? Non. Alors, il n'y a aucune possibilité ici pour que ce soit le premier. C'est-à-dire que, intuitivement, ce qu'on pourrait penser, c'est que ça serait le bleu ici, parce que la dernière règle surcharge les autres. Sauf qu'en fait, il y a une particularité très forte en CSS, c'est que les ID sont prioritaires sur les classes. Donc, c'est ici le vert qui va être appliqué. C'est quelque chose à avoir en tête parce que c'est un piège qui peut poser des problèmes assez régulièrement. Et on ne trouve pas pourquoi un style qu'on a fait en bas de son fichier ne s'affiche pas, parce qu'il y a une ID plus haut qui a une priorité. Les ID ont toujours la priorité sur les classes. J'ai montré ici des règles à chaque fois qui ont un seul niveau, c'est-à-dire on sélectionne un élément en disant on veut cet élément. Sachez qu'on peut faire également des règles à plusieurs niveaux. Je vais montrer ça très rapidement. Mais ici, si je fais, reprendre une classe bloc comme ça,
avec un, je sais pas, P. Hein. Ici, on a une règle à deux niveaux. C'est-à-dire, on a la classe bloc et P. On n'a pas de virgule entre les deux. Si on met une virgule entre les deux, on dit qu'on va appliquer l'élément à tous les paragraphes et en plus à tous les éléments qu'ont la classe bloc. Mais là, on n'a pas de virgule. Ce que ça signifie, c'est que on va sélectionner les paragraphes, donc les balises P, qui sont à l'intérieur d'une balise qui a la classe bloc. On peut ici créer des hiérarchies en fait dans son style pour sélectionner plus précisément certains éléments. Vous pouvez enchaîner ça à l'infini, c'est-à-dire je peux vouloir dans les éléments qui ont la classe bloc, les éléments qui ont je sais pas, qui ont la classe tralala et l'élément dedans qui a l'ID bouton et donc comme ça faire des niveaux de hiérarchie très poussés. Ça peut vite devenir un peu compliqué à gérer, mais il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau des priorités, sachez qu'il y a des règles un peu particulières qui font que plus une règle est spécifique, donc plus elle a de niveau, plus elle est prioritaire. Bon, c'est une règle un peu complexe. À la place, je vais plutôt vous montrer des outils qui permettent de rapidement voir quelle classe va s'appliquer à un élément, enfin quelle règle. Donc, vous avez un certain nombre d'outils qui vont vous permettre de vous aider à tester votre HTML et votre CSS. Si vous utilisez Firefox comme navigateur, ce qu'on a là, vous avez Firebug, qui est une extension pour Firefox qui permet en fait d'aider les développeurs à tester leur code. Maintenant, on n'a même plus besoin de cette extension. Vous avez carrément quelque chose qui est intégré dans Firefox. Vous pouvez prendre n'importe quel élément, faire un clic droit et faire examiner l'élément. Vous allez ici avoir une petite barre en bas, une grosse barre qui va s'afficher avec plein d'informations. Vous avez plein d'onglets différents qui peuvent vous aider à tester combien de temps mettre les ressources à charger dans la page, comment marche votre code JavaScript, des choses comme ça, des choses assez complexes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'inspecteur. Vous avez ici le code HTML de la page et tous les éléments. Quand je vais survoler un élément, il va m'indiquer lequel je suis en train de survoler là. Et si je sélectionne un élément, par exemple ici ma base H1, donc mon titre, je vais avoir à droite le code CSS qui est appliqué. Et donc, je vais pouvoir voir ici qu'il y a cette règle qui applique une couleur, une taille, etc. De la même manière, vous allez pouvoir décocher certaines règles et donc les désactiver en direct et voir le résultat. Donc là, si je décoche la règle qui met en gras, enfin qui enlève le gras en fait, et ben j'ai mon élément qui du coup est en gras. Pareil, vous allez pouvoir éditer des règles. Par exemple, je vais pouvoir prendre la couleur ici et mettre. Alors il y a une règle plus haut, ça fait. On s'est barré, c'est-à-dire que je mets une règle qui est définie plus haut et donc est prioritaire. Ah non, il a frisé, ok. Bon, bah, le navigateur a un peu du mal, mais effectivement, quand vous avez une règle qui est barrée, comme ça, c'est justement qu'elle est surchargée par une autre règle ailleurs qui a plus de priorité. Donc ça vous permet de voir, quand vous avez écrit une règle et qu'elle ne s'applique pas, pourquoi elle ne s'applique pas. Alors en fait, les modifications que vous allez faire là, voilà, c'est des modifications qui se font à l'affichage. Par exemple, je vais augmenter ici la taille de la lettre P ici. C'est évident que si quelqu'un veut aller sur ce site-là avec votre ordinateur, vous ne verrez pas ça. C'est vraiment quelque chose qui est fait que dans mon navigateur. Et si maintenant je réactualise la page, c'est des modifications qui apparaissent plus. C'est vraiment temporaire uniquement pour tester. Et ça permet de tester rapidement des choses et de voir qu'est-ce qui s'applique comme CSS dans le code qu'on a écrit. Et c'est une autre priorité.
Vous avez la même chose dans Google Chrome. Vous avez des outils de développeurs qui sont similaires. Vous pouvez faire clic droit, inspecter l'élément. Ça fonctionne quasiment pareil. L'apparence est en plus quasiment la même. C'est des outils qui sont conçus pour les professionnels, qui sont vraiment utilisés par des développeurs pour leur travail. C'est des outils très complets, mais qui peuvent être un peu trop complets pour des débutants. C'est quand même beaucoup de choses. Vous avez des outils qui sont un peu plus simples. Par exemple, les lunettes à rayons X. Alors je ne sais pas si je l'avais déjà mis ici. Oui, voilà. Si je vais sur une page web, genre ma page d'exemple, là, je peux cliquer sur activer les rayons X et ça va me donner une interface qui me permet de cliquer sur chaque élément et de voir le code HTML de cet élément et de pouvoir le modifier. Et ensuite enregistrer les modifications et les intégrer dans la page. Comme pour ce qu'on a vu avant, c'est uniquement pour moi, pour tester. Mais ça permet, sur une page web qui n'est pas la vôtre, un site qui vous plaît, de cliquer sur les éléments pour voir comment c'est fait. Pour apprendre, c'est pas mal. Dans le même genre, vous avez Kimball que je vous montre très rapidement, qui est un site pour tester rapidement du HTML sans avoir à utiliser un éditeur de code sur votre ordinateur. Vous pouvez simplement écrire à gauche votre code et vous avez l'aperçu directement à droite de ce que ça donne. Pour finir, avant de passer à Damien, j'aimerais juste revenir sur quelque chose, c'est que la méthode ici, link, qui permet de charger un fichier CSS, c'est pas la seule méthode qui existe pour intégrer du CSS dans une page. Par contre, c'est la méthode recommandée. Je vais quand même vous montrer les autres méthodes pour que vous sachiez que ça existe, mais c'est pour un certain nombre de raisons moins recommandé. Vous pouvez, par exemple, utiliser à la place, dans votre en-tête, une balise style, qui est une balise donc ouvrante et fermante, et ici, entre les deux, mettre votre CSS. Ici, je peux mettre des règles CSS qui vont s'appliquer au document, de la même manière que si elles étaient dans un fichier externe. Le problème, c'est que déjà, mon éditeur de code là, il est en mode HTML, comme on est dans un fichier HTML, donc il ne fait pas de coloration ou de détection d'erreur pour ça, ce qui n'est pas terrible. Certains le font, certains détectent les balises style, mais pas tous. Et l'autre problème après, c'est que si vous voulez réutiliser ce code-là, CSS, entre plusieurs pages, vous allez devoir copier la balise style entre toutes les pages. Ce qui est problématique parce qu'en termes de mise à jour, après, il faut le changer partout. Et en plus, en termes de performance, le navigateur va mettre en cache les fichiers CSS. La première fois que vous allez sur un site, il va télécharger le fichier CSS, le garder en mémoire. Si vous retournez sur le même site 2 heures après, généralement, il va reprendre le même fichier qu'il avait en mémoire et donc charger la page beaucoup plus vite. Avec une balise style, vous ne pouvez pas faire ça. Mais il y a des cas où on n'a pas la possibilité de créer un fichier à côté, on n'a pas accès au fichier, il y a des cas où ça peut être utile de faire ça. Il y a une autre méthode qui est encore moins recommandée, c'est que vous pouvez utiliser sur vos éléments un attribut style. Et donc là, je vais pouvoir spécifier une règle CSS, enfin une propriété, color blue. Je peux même en spécifier plusieurs, si je les sépare par des points-virgules, comme ça. Et donc, ça va dire que cet élément-là, il va être en bleu et avoir une taille de police de 12 pixels. Est-ce que vous voyez pourquoi c'est problématique? Ça pose des problèmes, déjà parce que si vous voulez appliquer le même style à d'autres éléments, vous n'allez pas pouvoir faire de règles globales pour sélectionner ces éléments, vous allez devoir avoir l'attribut style sur chaque élément. Donc c'est très pénible. Et pareil, en termes de maintenance après, pour mettre à jour votre code, c'est terrible parce que si vous avez mis une dizaine d'éléments de votre page en rouge et que vous décidez de les mettre en bleu, il va falloir changer partout la couleur.
Alors qu'avec des règles CSS classiques, vous avez simplement à changer la règle une fois et ça sera changé partout. Un site web, un vrai site web complet avec des articles, des pages, etc., c'est des centaines d'éléments HTML. Avec une méthode comme ça devient vite très compliqué d'éditer les choses. Mais ça existe et ça fonctionne, donc voilà, je voulais vous le montrer quand même rapidement. Est-ce qu'il reste des questions sur ce qu'on a vu là? Jusqu'ici. Oui. On affiche les codes sources de la page et on affiche les liens dans le fichier CSS, mais est-ce qu'on peut y accéder? Oui, tout à fait. Si vous allez sur une page, je vais reprendre l'exemple là. Je vais désactiver les lunettes. Voilà. Si j'affiche... ah bah, c'est vrai que je l'ai modifié. Voilà. Oups. Il va m'afficher ici le lien vers le fichier CSS. Si je clique dessus, je vois le fichier CSS. Vous pouvez le faire sur n'importe quel site et regarder comment il fait le CSS. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors simplement, rapidement avant de passer la main à Damien, quelques ressources utiles si vous voulez apprendre des choses de votre côté après. À la fois pour le HTML et pour le CSS et pour tout ce qui touche au développement web en fait. Vous avez Open Classrooms qui est un site qui avant s'appelait le site du zéro, si certains connaissent, où vous avez des tonnes et des tonnes de cours en ligne, que ce soit sous format texte ou sous format vidéo. Et il y a notamment un cours sur HTML et CSS pour les débutants qui est franchement bien expliqué, assez complet et qui a eu un succès fou d'ailleurs. C'est battu le record du cours en ligne le plus consulté en français. Codecademy, qui est un site qui propose des exercices de HTML et d'autres langages, où vous avez en fait, on vous demande de réaliser une page qui ressemble à ça ou ça avec des consignes. Vous avez un petit éditeur sur le site où vous pouvez mettre votre code et quand vous validez, le site va automatiquement vérifier si vous avez bien fait l'exercice ou pas. Et vous pouvez passer à l'exercice suivant comme ça. Vous avez plusieurs parcours selon la difficulté, le langage que vous voulez apprendre, etc. Mozilla Developer Network, là c'est un peu plus technique, mais c'est en fait une documentation très complète sur le développement web où vous avez en fait tout le langage HTML, CSS, JavaScript aussi qui sont documentés et vous pouvez chercher toutes les balises HTML qui existent, voir ce qu'elles font, comment elles s'utilisent avec des exemples aussi et toutes les propriétés CSS aussi avec des exemples à chaque fois. Rapidement, quelques livres que je conseille sur le CSS. Bon, de toute façon, on vous enverra les diapos, donc vous pourrez voir dedans. CSS2, CSS3, c'est pas une erreur, il y a vraiment les deux qui existent à chaque fois sur chaque version et les deux sont complémentaires. Voilà, donc je vais passer la main à Damien pour la suite, à moins qu'il y ait encore des questions. Ok. Bah, on va faire du CSS, du coup. On va passer à ma sandbox. Alors, je vais vous montrer un peu en fait les différentes. On a déjà quelques fonctionnalités, les différents attributs que peuvent avoir les différentes propriétés CSS, les différentes propriétés qui existent. On va pas faire un tour exhaustif. Il y a trop de propriétés et chaque propriété a trop d'attributs. Je pense qu'il n'y a pas un seul web designer qui connaît tous les attributs d'ailleurs par cœur. On découvre encore tous les jours. Parce qu'il y a des trucs qu'on n'utilise jamais en fait, qui ont le mérite d'exister, mais qui servaient à une époque, qui ne servent plus forcément aujourd'hui. Juste sur les classes et les ID, il y a quelque chose qui est important pour le CSS après, c'est que vous pouvez mettre n'importe quel nom, mais vous ne pouvez pas l'écrire de n'importe quelle manière. Vous ne pouvez pas mettre d'espace dans la manière dont vous nommez une classe ou un ID. Si vous mettez dans les classes, dans les ID, un espace, en fait c'est un nouvel ID ou une nouvelle classe qui va être créée. Donc si vous voulez mettre un espace, comme souvent dans les langages de programmation, utilisez des underscores ou des choses de ce type-là. Et vous ne pouvez pas débuter une classe par un caractère qui n'est pas un caractère alphabétique, donc de A à Z. Vous ne pouvez pas commencer une classe par un 1 ou de 1 à 0 ou par un caractère spécifique. Et bien sûr, les caractères accentués, les caractères là ne sont pas forcément toujours très bien supportés, voire quasiment jamais. Voilà, alors, dans ce petit div, on va déjà commencer
à enlever le Hello World. Et on le voit ici en fait avec le div. Donc le div, c'est donc le fameux bloc dont on parlait. C'est un bloc de contenu qui ne veut pas dire grand chose, qui permet juste de faire un sac dans lequel on va avoir des balises. Ici du contenu brut directement, donc le Hello World. Et je vais commencer par vous montrer en fait toute la question des bordures et de la couleur de fond. Donc on avait vu color avant, qui permet de colorer un élément, mais c'est coloré dans le sens donner une couleur au texte. Vous ne pourrez pas modifier la couleur d'arrière-plan en fait, de l'élément en question. On arrive à lire le code dans les couleurs, ceux qui sont... Non, je peux la... C'est mieux? Encore plus? Après ça va, on va plus voir grand chose à côté, c'est dommage. Donc voilà, alors le body, on va descendre. Ok, bon. Et ça, on l'arrache ici. Ici par exemple, on a justement la propriété, je vais baisser un petit peu, mais background, on peut voir là, avec justement le dièse FFF, qui permet justement de donner un arrière-plan à l'élément qu'on vient de définir juste au-dessus. Donc ici le div. Donc comme on a vu, n'importe quel div de la page serait donc avec un arrière-plan blanc. Alors l'arrière-plan, comme les questions de bordure, peut être défini de manière différente en fait. Donc on a background avec un attribut qui permet de définir ici la couleur. On aurait aussi bien pu l'écrire background color. En fait, background, on va y mettre tout ce qu'on veut définir sur l'attribut. On aurait pu mettre une image, on aurait pu mettre une couleur. On peut définir par rapport à une image qui va être mise comment elle va se placer dans le bloc. Est-ce qu'elle va être au milieu, est-ce qu'elle va être sur les côtés, est-ce qu'elle va remplir entièrement ou pas le bloc ou autre. Souvent, quand on doit cumuler un certain nombre de critères, ça devient très peu lisible de passer justement par le sac fourre-tout qui va être la propriété background. Donc par exemple ici, on va virer ça. Donc vous voyez, je viens d'enlever background, forcément elle a plus d'informations sur son arrière-plan, donc en l'occurrence il n'y a plus d'arrière-plan qui s'affiche. Quand on ne définit pas une propriété, en fait il va récupérer l'information chez le parent. Donc ici en l'occurrence, du div c'est le body qui encadre toute la page. Le body ici ayant un arrière-plan qui était choisi en haut, donc bleu avec des petits stries, forcément il va afficher cet arrière-plan là. Si on avait body avec un background color white, voilà, on aurait donc le blanc qui se sera affiché. Pour la question des couleurs, en général, c'est simplement que quand on ne définit rien, c'est l'équivalent d'écrire, enfin c'est la même chose que d'écrire transparent. Ça fait exactement la même chose en fait, quand on ne définit pas de couleur sur les arrière-plans. Donc là on va en définir une. Donc il y a différentes manières de l'écrire, comme on disait. Donc on avait FFF pour du blanc, on va mettre FC0 pour du jaune d'or normalement. Enfin, chez moi ça apparaît comme du beau jaune, mais ici c'est un petit peu moche. On aurait pu l'écrire, alors pour beaucoup de couleurs, en fait, normalement les couleurs sont sur 6 caractères alphanumériques. Donc FC0, c'est l'équivalent en fait de FFCC00. En fait, quand on a deux lettres ou deux chiffres qui sont les mêmes, qui se répètent par bloc de 2, on peut justement l'abréger en FFF pour FF0, FFCC00, donc on l'abrège en FC0. Voilà. Mais c'est toujours quand les deux lettres ou les deux chiffres de la même paire, donc le premier et deuxième ensemble, ou le troisième, quatrième ensemble, ou le cinquième, sixième ensemble, sont les mêmes. Il y a une autre manière d'écrire les couleurs, en plus de ça dont on a parlé avant, qui serait d'écrire par exemple ici yellow, c'est le fait de pouvoir définir la quantité de rouge, la quantité de bleu et la quantité de vert directement pour chaque couleur. Donc c'est RGB. Voilà. On va définir d'abord la quantité de rouge, toujours entre 0 et 255. Donc, 0 étant foncé, 255 étant l'absence de la couleur en question. Donc ici on va mettre un rouge foncé. Voilà. Si on avait mis 0, 0, 0, 0, enfin 0, 0, 0, ça aurait fait du noir, 255, 255, 255, ça fait du blanc.
Et à partir de là, pareil, le color picker qui existe donc avec la pipette existe dans quasiment tous les IDE, donc vous pouvez trouver les couleurs qui s'adaptent le plus. L'intérêt de RGB par rapport à l'hexadécimal, c'est que dans les nouvelles versions actuellement des navigateurs, ceux qu'on utilise quotidiennement aujourd'hui, il y a une variante qui est RGBA, avec laquelle en fait on peut définir une transparence pour la couleur en question. Donc on rajoute un paramètre, et 1 c'est totalement opaque, donc on voit que la couleur qui est définie. Et si on baisse jusqu'à 0 au fur et à mesure, par exemple 0,5, il va être moyennement, il va être à 50% d'opacité. On va pouvoir voir ce qu'il y a en dessous. Quand c'est une couleur qui est en dessous, c'est pas forcément utile, autant mettre à ce moment-là le code de la couleur diminué pour permettre un maximum de compatibilité entre les différents navigateurs. Mais quand on a une image par exemple en dessous, et qu'on souhaite juste avoir une couleur un peu transparente par-dessus pour le bloc de texte qui pourrait être par-dessus l'image, on peut l'utiliser justement grâce à RGBA. Pour rajouter une image de fond dans le background, donc c'est en fond, en fait, on fait la même chose, sauf qu'au lieu de dire color, on va dire image. Et ici, on va devoir dire où trouver l'image en question sur Internet. Alors, ça peut être sur le serveur, donc là où est stocké le site Internet dans le même répertoire. Admettons, on a une photo de vacances, s'appelle vacances.jpg, qu'on va afficher, qui est au même niveau que le fichier, dans le même dossier, ce serait vacances.jpg. Ici, il n'y en a pas, donc forcément, ça ne peut pas l'afficher. Mais on peut prendre n'importe quelle image d'Internet, en respectant les questions de droit, bien entendu, mais n'importe quelle image, et par exemple, on va sur Google Images. Et quand on cherche une photo de chat, voilà, on peut récupérer l'adresse de l'image et l'afficher ici. Voilà. Et on a un magnifique chat qui apparaît dans notre div en question. Quand on ne définit pas d'informations supplémentaires au simple background, enfin au background image, il va essayer de remplir, sans transformer l'image, l'ensemble du div. Donc ici, il reprend l'image et il la répète autant de fois nécessaire pour pouvoir remplir l'ensemble du bloc. On peut, pour éviter d'avoir une phobie des chats à force de voir cette image, lui dire qu'un seul chat et 2 yeux, ça suffit largement. Donc on va dire que la répétition du background, on n'en veut pas. Donc là, il ne m'affiche plus qu'un seul. Sauf que là, il est en haut à gauche, on n'a pas forcément envie qu'il soit en haut à gauche. Donc on peut le positionner à un autre endroit. Donc là, forcément, on va utiliser background toujours position avec un center. Voilà. Là, on voit grâce à l'ombre en fait de mon bloc, il est en plein milieu. Parce qu'on lui a dit que la position de l'image en question, elle va être au centre 2 fois. Le premier paramètre, c'est par rapport à en haut ou à gauche, et le deuxième par rapport à en haut ou à gauche à chaque fois. En fait, dans le sens où on aurait pu écrire ça, par exemple, si on le veut en haut mais au centre, on aurait pu écrire top center. Donc là, on voit, il est en haut au centre, plaqué contre le haut de mon div, et il est centré horizontalement. Pardon. On va le remettre juste au centre. Il y a différentes autres options qui existent, notamment si on veut remplir l'ensemble du div. Si on ne veut pas forcément modifier l'aspect de l'image, on peut lui dire que voilà, on veut que la taille du... Pourquoi il n'est pas en bleu? Pourquoi il est en bleu, pardon. Bon, du background et justement qu'elle doit couvrir l'ensemble du div. Donc là, vous voyez que contrairement à avant, il ne répète pas pour remplir, il prend juste l'image, en enlevant une partie de l'image, on voit plus les oreilles entières du chat, pour pouvoir remplir. On aurait pu lui demander d'afficher juste entièrement l'image sans remplir le bloc, mais en remplissant en hauteur, on aurait mis contain. Voilà. Donc là, ça fait la même chose, sans déformer l'image à chaque fois. Il faut que l'image soit de bonne qualité, qu'elle ne soit pas toute petite que la taille du bloc dans lequel on souhaite la mettre en place. Enfin, beaucoup trop petite par rapport à ça. Et donc là, on remplit justement en hauteur l'intégralité du bloc.
Après, il y a différentes autres options qui existent, notamment par rapport au fond, mais on peut fixer en fait. Là, par exemple, si on scrolle la page, si on avait par exemple le div qui prenait toute la page et qu'on est amené à scroller pour descendre, on a des moyens aussi de bloquer pour que l'image, elle, ne descende pas, que ce soit toujours la même. Donc, c'est introduire le fait que. Oui, voilà. Dans background, on va faire ça comme ça, URL. Donc, l'adresse de mon image. Donc, on va reprendre ça. On va mettre vacances au principe. PolyPG. Quand on le déclare ici, en fait, on peut rajouter le caractère fixed. Voilà. Qui permettrait justement de, quand on scrolle la page, qu'elle ne bouge pas là où normalement elle descendrait avec le bloc. Voilà pour les backgrounds, mon souvenir. Bon, ce qui est le plus utile. Donc oui, voilà. Alors, et j'ai commencé par les backgrounds parce que je voulais vous montrer le fait que à partir de là, un div ou n'importe quel bloc de contenu que vous allez faire dans votre page, que ce soit un P, un div ou quel que soit maintenant s'appelle, il a des caractéristiques qui lui sont propres. Une hauteur, une largeur et différentes caractéristiques intrinsèques en plus. La première, c'est la marge. Chaque bloc que vous avez fait dans votre page, on peut lui donner une marge. Donc c'est ce qui va l'éloigner par rapport aux autres blocs de la page. Donc on va mettre ça. Et on va mettre 2 divs. Donc test. Les divs en question ont systématiquement, j'ai pas l'habitude du clavier PC, ont systématiquement une hauteur, on va dire, de 20 pixels. Ça va être un peu petit. Allez, de 50 pixels et une largeur de 50 pixels. Et je vais juste enlever le texte comme ça, on va être tranquille. On va leur donner une couleur de fond pour pouvoir les voir. Voilà. Ici, on voit par exemple que les deux sont collés l'un à l'autre. Vu que c'est 2 carrés, logiquement, si on les voyait distinctement, ça ne ferait pas un rectangle. Donc là, on voit qu'ils sont tous les deux collés l'un à l'autre. Si vous voulez voir, je peux rajouter une bordure. Je vous expliquerai après les principes des bordures. Mais là, on voit bien avec les bordures noires justement de chaque bloc, on a bien 2 blocs dans la page. Chaque bloc l'un au-dessus de l'autre. Vu que ce sont des blocs de contenu, automatiquement, le navigateur considère qu'entre un bloc de contenu et un autre, il va retourner à la ligne. Il y a des moyens de pouvoir bouger ça, mais de base, il va considérer qu'il va aller à la ligne. Voilà. À partir de là, chaque bloc a différentes tailles au sein de sa propre taille. Pour faire simple. La première, donc, qui est ici, donc sa hauteur et sa largeur, qu'on voit là en blanc, mais on peut y rajouter donc une marge. Alors la marge, c'est tout simple, c'est margin. Voilà. Et on va lui définir qu'il va laisser, par exemple, 10 pixels voilà, entre lui et le bloc d'à côté. Alors je vais juste faire un body. Non, il y a déjà un body entre les deux. Donc là en l'occurrence il a laissé 10 pixels entre les deux, on va pas le calculer mais en gros c'est la taille qu'on va voir entre les deux qui sont là. Je vais vous faire un bloc qui va contenir justement les 2 blocs en question. Comme ça pour chaque bloc on pourra voir quel est son paramètre, sa marge pour chacun des deux et voir après à l'intérieur du bloc comment on va pouvoir y placer du contenu. Donc après un premier div qu'on va appeler justement parent, qui va contenir un div qui va s'appeler enfant. Alors, donc là on le voit, en l'occurrence, c'est oui, si je le ferme, c'est encore mieux. Voilà. On a les deux. Et donc on voit que dans le parent, qui a une taille exacte de 50 sur 50, on place à l'intérieur justement un enfant. Et donc on le voit par-dessus, il est placé par-dessus, qui justement est contenu dans le parent. À partir de là, alors le parent, on va lui donner une couleur de fond pour pouvoir voir justement la marge de l'enfant. Donc, parent. Voilà.
Alors, comme on le disait avant, il y a différentes manières pour écrire justement les différents attributs. Comme on peut aller à la ligne aussi souvent qu'on peut, enfin qu'on le souhaite, on peut aussi ne pas du tout aller à la ligne. Et quand on a souvent qu'une seule propriété à définir pour un bloc, plutôt que de prendre 3 lignes, ça paraît plus simple effectivement de l'écrire sur une seule ligne pour gagner justement de la place et de la visibilité. Et le div enfant qui va avoir couleur jaune en attendant. Voilà. Si j'enlève ça. Voilà. Si là j'enlève ça, donc si on n'impose plus de forme à un bloc, donc si on n'impose plus une largeur et une hauteur à un bloc, le bloc va automatiquement récupérer la taille de ses enfants, la taille qu'il a imposée par ses enfants. Sachant que pour les blocs, de base, ils prennent forcément la largeur de la page. Donc la hauteur, il va s'adapter, suivant ce qu'on va lui imposer, et suivant le contenu qu'on va y trouver. Mais la largeur, elle, pour un bloc, il va essayer d'occuper l'ensemble de l'espace en largeur qu'il lui est offert. C'est pour ça qu'ils font l'intégralité de la largeur qui sont ici. Alors, on va juste enlever le padding qui est dedans. Donc les marges, il y a deux types de marges qui existent. Donc on a vu avant avec la marge, margin tout court, qui est la marge extérieure du bloc. Et chaque bloc va avoir une marge intérieure. Voilà. Donc on va justement examiner l'élément parce que c'est bizarre. Ok. Pom pom. C'est un truc sur le body. Ouais, mais je veux pas que c'est dans mon body, c'est emmerdant. Donc on va. C'est emmerdant. Bon. Le div parent, le div enfant, c'est bon. Le div parent, je vais le rajouter ici alors du padding pour qu'on puisse voir la différence. Hop là. Padding. 200 pixels. Voilà. Même je vais augmenter à 15 pixels. Donc on le voit sur div parent, qui est le premier, celui d'en haut. En l'occurrence, en ajoutant du padding, on ajoute une marge, mais une marge qui est à l'intérieur. Donc au lieu de repousser ce qui va être à l'extérieur de sa bordure, en fait il a repoussé ce qui est à l'intérieur de sa bordure, donc son enfant ici, qui est donc la partie qui est affichée en jaune. Il faut savoir que la hauteur qu'on impose, height et width, pour hauteur et largeur, sont calculées sur la partie à l'intérieur, justement, sur la quasi-totalité des navigateurs, la partie qui est à l'intérieur des différents blocs. Donc ce qu'on va rajouter en marge extérieure et en padding sont des choses qui vont se rajouter en plus de la largeur qu'on aura définie au bloc. Donc quand on va définir un bloc, par exemple une largeur de 50 pixels, si on lui rajoute 10 pixels de marge extérieure, la taille totale que le bloc va prendre à l'écran, vu qu'il va repousser le bloc autour, sera de 70 pixels. Parce que ce sera les 50 pixels de base, plus les 10 pixels de chaque côté. On va justement le voir ici. Il existe un moyen de pouvoir expliquer, notamment sur la question du padding, donc de la marge intérieure, que la marge intérieure du bloc et la taille du bloc vont être la même. De base, il va réfléchir en se disant que la largeur qu'on va lui imposer, par exemple ici 50 pixels, je vais mettre pour l'enfant. Vous avez rempli à lire si je fais ça? Ou vous arrivez encore à lire? Ça va? C'est parce que ça ne scrolle pas. Si à l'enfant, par exemple, je lui impose une hauteur, enfin une largeur, de, on va dire 20 pixels, ce qui est vraiment petit en l'occurrence. Le contenu qui va être dedans va être forcé à rester dans les 20 pixels en question. Donc, par exemple ici, si on va rajouter du contenu, par exemple on va écrire test, vous voyez que, en l'occurrence, il ne reste pas dans le cadre jaune. Le cadre jaune ne s'adapte pas à la largeur demandée par le texte en question. À partir de là, si on veut définir que ça reste, que ce soit automatique, soit on ne définit pas de largeur, soit on remet en auto. Voilà, en l'occurrence, il reprend toute la longueur. 20 pixels. On peut définir, pour ce bloc, qu'il n'affiche pas, par exemple là, il y a le ST qui part sur le bloc parent, on peut définir pour qu'il n'affiche pas, en l'occurrence, le texte qui déborde de ce bloc-là. Donc un truc qu'on appelle overflow, ici, qui permet justement de définir si ce qui va dépasser du bloc, on va l'afficher ou non. Donc ici, on va dire que ce qui s'affiche en plus, on va le cacher. Donc là, en l'occurrence, le texte est vraiment contraint au bloc.
Donc ici, le test, on voit bien qu'il part à la ligne. Enfin, qu'il est caché justement derrière le rouge. Si on avait mis un espace, l'espace serait forcément mis à la ligne justement en dessous. Parce qu'il peut casser la chaîne qui est affichée, donc il va l'afficher en dessous. Contrairement à votre traitement de texte ou autre, votre navigateur internet ne va pas faire de césure automatique. Il n'est pas conçu pour pouvoir justement découper les mots. Donc à partir du moment où vous allez avoir une chaîne qui va être écrite, donc par exemple ici, on va mettre un petit bloc. À chaque mot, donc chaque espace, il va couper et le mettre à la ligne suivante parce que le bloc dans lequel on est n'est pas assez grand pour l'afficher d'un seul trait. Mais pour autant, il ne va pas supprimer le texte qui va être affiché, il ne va pas le forcer à la ligne, donc il n'y a pas de césure. Les nouvelles fonctions de CSS et CSS3 commencent à intégrer les questions de césure. Le problème, c'est que chaque langue étant différente, chaque langue a des propriétés différentes de césure. En anglais et en français, on ne coupe pas du tout de la même manière. Donc pour l'instant, c'est quelque chose sur lequel on ne peut vraiment pas compter. Alors, on va continuer sur ce bloc-là. Je vais juste virer le div. Voilà. Alors, je vais lui donner une hauteur pour 250 pixels, plus un numéro carré. Voilà. À l'intérieur de ce bloc, ça va être trop petit pour le texte, 150. À l'intérieur de ce bloc, donc le paragraphe de texte qu'on a, en l'occurrence ici donc un petit bloc, la chaîne de caractères, va se mettre à un endroit différent selon la marge intérieure qu'on va choisir. Donc là en l'occurrence on va prendre une marge intérieure, donc un padding de 20 pixels. Et donc on voit que le bloc s'est agrandi. Je ne sais pas si vous avez vu la différence, mais voilà. Là, avant il avait vraiment 150 x 150. Là en rajoutant ça, on est passé en fait à 150 x 150 plus les 20 pixels de chaque côté. On peut dire aujourd'hui au navigateur qu'en fait la taille réelle du bloc à la fin qu'on souhaite avoir, c'est pas la hauteur qu'on va lui imposer, mais c'est la hauteur, enfin la taille qu'on va afficher, par exemple ici les 150 pixels, c'est pas que la taille du texte, mais c'est la taille du texte plus des bordures. Donc la marge intérieure. Ça s'appelle box sizing. Hop. Voilà. On va lui dire par exemple qu'on souhaite que la largeur réelle du bloc, celle qu'on a indiquée à 150, ça contienne à la fois le padding, donc la marge intérieure, et le texte. Donc ça va être padding box. Voilà. Et donc là, vous voyez, on est revenu au 150 initial, alors qu'on a laissé la même marge intérieure. Ce qui s'est juste passé, c'est qu'en fin de compte, la place qui va être réservée au contenu réel, en dehors des marges intérieures, elle est diminuée. Le problème existe aussi avec les bordures, dans le sens où, ici, on a un bloc de 150 par 150. Si on avait, par exemple, 300 pixels de largeur, on part du principe qu'on peut caser deux blocs de 150 pixels. Sauf qu'en fait, la bordure aussi rentre en jeu. Et quand on définit une bordure de 3 pixels, on va mettre white en l'occurrence, en fait, les 3 pixels en question, de chaque côté, vont s'ajouter à la largeur totale ou à la hauteur totale du bloc en question. Donc, si on veut que la largeur soit toujours de 150 pixels, il va falloir lui dire que ce n'est pas seulement le padding qu'on souhaite intégrer dans le calcul de la taille du bloc, mais aussi la bordure, c'est-à-dire border box. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, pour faire les 150 pixels, le bloc fait vraiment 150 pixels par 150 pixels. On peut le vérifier en allant là, examiner l'élément. Vous avez un petit outil, hop, juste là, qui permet, en plus de pouvoir sélectionner un élément, de savoir exactement quelle taille il occupe à l'écran. Donc c'est ce qu'on voit là. L'élément, c'est un div qui s'appelle enfant, qui est une classe qui s'appelle enfant, et en l'occurrence, il fait 150 par 150. Si je passe en padding box, voilà, il est en 156 par 156, parce qu'il y avait 3 pixels à gauche, puis c'est 3 pixels à droite, puis c'est 3 pixels en haut, puis c'est 3 pixels en bas. Et pareil pour, ce que je mettais au début, la valeur de base, qui est content box, qui est dire que la taille qu'on va afficher, enfin qu'on a demandé en hauteur et en largeur, soit exactement celle du contenu. Donc là, en l'occurrence, si je reprends l'outil, voilà, il fait 196 par 196, parce que c'est les 150, plus la marge intérieure, plus les bordures. Ça va ?
Je vois des mines dépitées en fait, hein, c'est pour ça que je pose la question. Bon. Voilà, et en fait, c'est assez important de savoir à quoi se réfère la taille d'un bloc, parce qu'effectivement, de base, un bloc va essayer d'occuper tout l'espace, mais sur le web, vous voyez régulièrement, les blocs sont contraints, et on les met les uns à côté des autres. Donc il y a différents types de positionnements qui sont possibles, et donc savoir exactement quelle est la largeur d'un bloc et quelle largeur qu'il occupe réellement, ça permet justement de vérifier que dans les 300 pixels, on rentre réellement deux blocs de 150 pixels, quelle que soit la marge intérieure qu'on va y mettre en place. Alors avant de passer au positionnement justement, donc on a vu comment on met en place un background. Je vais juste vous montrer une bordure. On peut aller plus précis, enfin en tout cas on peut définir de manière plus détaillée le contenu de la bordure. Là c'est la notation qui est condensée. Donc, je lui dis tout de suite que ma bordure elle va faire 3 pixels, elle va être solide, donc elle va être en trait plein et elle va être blanche. Mais j'aurais très bien pu définir que je ne souhaite mettre une bordure que sur 2 côtés ou que sur un côté de mon bloc. Donc chaque bordure, border, je vais juste tomber celle-là, passage, on va la définir à chaque fois différemment. Alors, si on veut les définir toutes les 4 en même temps, par exemple la couleur de toutes les 4 en même temps, on va directement dire border color. La couleur de la bordure, on va mettre du white. Sauf que ça n'affiche rien. Pourquoi ? Parce qu'en l'occurrence, on a une couleur de bordure, mais on n'a pas de taille de bordure, ni de style de bordure. Donc, on va lui mettre une taille, donc size, en pixels, en pourcentage, ce que vous voulez, mais principalement en pixels en général pour les bordures. Il y a 3 grandes unités possibles en général dans le CSS. Le pixel, qui est l'unité de base, mais qui n'est pas très adaptative. Il y a l'EM, qui en fait réfère à la taille du bloc, à la taille du parent. Enfin, par exemple pour la typo, ça va être par rapport au parent. Donc 1,2 EM, c'est 1,2 fois plus grand que le parent en question. Donc si on était sur du 10 pixels sur le parent, qu'on met que l'enfant a 1,2 EM, en fait il va être à 12 pixels. Et les pourcentages, notamment pour la taille des blocs, qui vont s'adapter par rapport aux parents, ou s'il n'y a pas de parents, à la taille de la fenêtre. Donc la size, là en l'occurrence, on va lui mettre 5 pixels par exemple. Voilà, et on va lui dire qu'on veut un style de border style solide, je disais. Voilà, et donc on l'a ici. Donc elle s'est affichée parce qu'on lui a donné une taille, on lui a donné un style et une couleur. Donc en gros, il sait quoi mettre en place. On pourrait par exemple mettre une bordure de pointillés avec dotted. Donc voilà, c'est plein de petits pointillés les uns à côté des autres qui s'affichent. Ou des tirets avec dashed. Voilà. Voilà pour les bordures. Alors, pour les bordures complètes d'un coup. Si on voulait définir que celle d'en haut, par exemple, ou celle d'en bas, à ce moment-là, on lui dit qu'on veut la bordure d'en bas, border bottom, et soit on définit tout d'un coup, un pixel solide white, comme on l'a fait avant. Et voilà, c'est peut-être pas assez grand, vous voyez peut-être pas qu'elle est apparue. Là, au moins, c'est visible. Donc, on voit qu'elle est apparue, mais uniquement en bas. Ou alors, on peut aller encore plus loin comme avant, en définissant directement le fait qu'elle a une size de 10 pixels, un border bottom de color key white, un border style. Voilà. Ce qui fait exactement la même chose. C'est pour ça que généralement pour les bordures, on voit quasiment que l'écriture abrégée qui est sur une seule ligne. Mais ce qui est assez bien parce que ça permet justement de pouvoir définir des choses différentes selon la bordure. On aurait pu dire par exemple qu'on veut donc 10 pixels solide white ici, mais qu'en haut on veut un top de 10 pixels. Voilà. On peut définir des choses différentes à chaque fois dessus. Chacune est indépendante de l'autre. Une fois qu'on a fait ça, donc une fois qu'on a défini le fond du bloc en question, une fois qu'on a défini la bordure, on a en général envie de travailler sur le texte. Alors le texte, il y a 2 sacs de propriétés qui existent en fait. Donc vous l'avez vu à chaque fois, c'est toujours regroupé de la même manière. Toutes les choses relatives au fond d'écran, enfin au fond du bloc, c'est background quelque chose. Tous les trucs relatifs aux bordures, c'est border quelque chose. Pour les typos, c'est pareil, sauf qu'il y a 2 types de propriétés qui existent. Celles qui jouent directement sur le caractère et celles qui jouent sur le texte affiché en général. Alors, par exemple, on a les propriétés fonte de base.
où on peut définir une famille déjà qu'on va utiliser. Donc, quelle est la typo, quelle est la police de caractère qu'on va utiliser sur son site. Donc c'est font family. Voilà. Et on va définir une ou plusieurs typos qu'on souhaite se voir afficher. Alors, il n'y en a qu'une, bien sûr, qui est choisie au final, mais il fut une époque où on ne pouvait pas imposer une typo à un utilisateur. S'il n'avait pas sur son ordinateur, il ne pouvait pas l'afficher. Donc on devait mettre plusieurs typos pour pouvoir justement dire si celle-là n'est pas sur son ordinateur, on essaie de choper celle-là. Si celle-là n'est pas non plus, on essaie de choper une autre, etc. Et on arrivait toujours à la fin en utilisant des typos qui étaient web safe. Donc on savait que tous les ordinateurs, quel que soit leur système d'exploitation, l'ont. Et sinon, il y a un paramètre plus général qui laisse le système choisir, qui est serif, par exemple, pour la sérification. Quand on voit les petits traits en haut. Voilà, donc les petits traits qu'on voit justement au bout des caractères, ça s'appelle des empattements. La sérification, donc sérif pour une typo avec, sans sérification pour celle qui n'en a pas, et on voit qu'il a changé. Là, on n'a pas défini de typo particulièrement, c'est vraiment le système d'exploitation qui, selon ce qu'il a dessus, choisit. On aurait pu mettre cursive pour une typo écriment, du comics bien entendu, et une police à unité fixe, et vu que j'utilise jamais ça, j'ai oublié ce que c'est. Unité fixe, c'est pas sérieux, c'est pas sans sérieux, c'est mono, merci, oui. Les monospaced. Voilà, monospace. Qui en fait sont les polices à empattement fixe. Donc celles avec lesquelles on code en général, ça permet d'avoir justement tous les caractères sur la même ligne à chaque fois. Mais enfin, voilà. Il y a autant d'espace à chaque fois entre un i qu'un t. Il y a des polices qui sont plus utilisées ou recommandées. C'est vraiment au choix de la personne. Quand on définit ça, quand on définit serif, sans serif, etc., c'est le système qui choisit. Après, nous, on peut dire justement, on veut tel ou tel typo. Après, quel typo on utilise sur un site, c'est un choix propre à chaque designer, en fait, selon qu'il souhaite exprimer justement une sensibilité plutôt qu'une autre. Enfin, voilà. Mais après, justement, au-delà de cette typo-là qui est choisie, on va définir à l'utilisateur qu'on veut en utiliser une bien en particulier. Par exemple, Arial. Par contre, ce ne sera pas du monospace pour Arial, ce sera du sans sérification. Mais là, si on a fait le choix sur le site qu'on administre de vouloir mettre du comics sans MS, on va taper justement à ce moment-là comics sans MS, et autant les gens qui sont sur Mac ne pourront pas l'avoir parce que sur Mac il n'y a pas comics sans de base, il faut installer Microsoft, enfin il faut installer Office, mais tous les Windows pourront à ce moment lire ça, enfin lire l'écriture comics directement dans le navigateur. Donc vous voyez que je l'ai mis entre guillemets. C'est dès qu'il y a un espace en fait pour être sûr que j'arrive bien l'écriture correcte. En général, les noms de typos on les met entre guillemets. Sachant que si l'utilisateur, alors pas pour comics parce que c'est de base dans le système, mais des polices de plus en plus reconnues sur Internet comme ce qu'on appelle des web fonts, comme une qui est très utilisée qui est OpenSans. Donc comme ça. Quand on va la taper ici, en fait, le navigateur va d'abord regarder sur l'ordinateur de la personne si elle a déjà cette typo. Donc c'est là où en fait il faut taper le nom exact, parce que si on avait tapé sans le S, en fait jamais le navigateur l'aurait trouvé dans l'ordinateur de la personne concernée. Donc ici par exemple on va demander OpenSans sur l'ordinateur. Ici je doute qu'il l'ait, et donc on va juste vérifier avec Arial. Hop. Source 100. Voilà, il n'y a pas de modification. Donc, par exemple, les deux typos en question, Source 100 Pro ou OpenSans, il ne les a pas. Donc là, on voit bien que quand il n'a pas la première, il ne s'arrête pas pour autant, il va automatiquement chercher la deuxième sur l'ordinateur. Donc là, c'est la manière dont on définit des polices. Alors, je ne vais pas revenir sur comment on installe de force, entre guillemets, des typos chez une personne avec les web fonts. C'est du CSS3, ce sera l'information de la prochaine fois. Mais ici, en fait, on part toujours du principe qu'on va chercher chez l'utilisateur la typo en question. Donc, comme on l'a vu là, une typo a une taille. Donc, comme je disais, soit en pixels, soit en EM, soit avec de nouvelles unités comme REM, encore sur le relatif ou des choses comme ça. Mais donc, c'est font size. Mais là, toujours, on joue sur le caractère. Donc, c'est pour ça que c'est font. On peut donc définir une couleur. Mais donc là, c'est juste color. On va mettre du blanc.
Oui, pardon, blanc. Oui, alors je commence à fatiguer en fait. Voilà. Donc ça c'est color. Après une fonte, on peut jouer sur un peu tout ce qu'on pourrait faire dans un traitement de texte. On peut jouer par exemple sur la graisse utilisée. Donc est-ce qu'il va être en gras ou non. Il y a deux méthodes à partir de la même propriété, donc c'est font device. Et à partir de là, soit on va lui dire qu'on veut du bold, donc du gras, du mais bold, soit pour les typos que vous pourrez avoir sur votre site qui sont un peu plus poussés, on a différents niveaux de gras. On va définir en fait le niveau d'épaisseur qu'on souhaite mettre en place. Le niveau de base de lecture, donc ce qui est écrit en général à l'écran, c'est 400. Voilà, c'est la règle en fait. Ça va de 100 à 900, en fait, les épaisseurs de typo. Et 400, c'est ce qui est affiché en général. Vous voyez que ça n'a pas bougé par rapport à normal si on l'avait mis. Et quand on va aller dans le gras, sur certaines typos, on va pouvoir aller de plus en plus dans le gras. Et donc plus on voudrait aller dans le gras, plus on va monter vers 900. Donc je sais pas si Arial va monter beaucoup, mais par exemple là on est en gras. Si on met 900, je sais pas si Arial va mettre en plus gras. Voilà, elle a mis encore plus gras. Il y a une autre variante, mais qui est de moins en moins utilisée, c'est de mettre bold pour du gras normal et bolder pour du encore plus gros gras. Mais voilà, par exemple cette typo ne gère pas. Il faut savoir que chaque typo va gérer en fait son épaisseur différemment. Ce qui va être très gras en 600 pour certaines typos, certaines polices de caractères, ne sera pas forcément très très gras pour d'autres. Donc voilà, c'est suivant la typo, il n'y a pas de règle absolue sur le 600, ça va être une telle épaisseur par rapport à d'autres. Il y a la même chose quand on veut descendre. De plus en plus sur le web, vous pouvez voir des typos qui sont écrits de manière très fine, donc ce qu'on appelle un airstyle, des choses comme ça. En fait, ça va être descendre de 400 vers plus bas, donc par exemple 300. Je ne suis pas sûr que Arial le gère, ou 200. Voilà, Arial ne le gère pas. Mais vous pouvez descendre. Plus vous descendez de 400 vers le 100, plus ça va être fin. Chaque typo, chaque caractère peut aussi être mis par exemple en italique. Donc là, on va pouvoir dire par exemple que le font style, je vais mettre 400 ici, va être ici en italique. Donc c'est à ce niveau-là, en fait, on va définir que notre caractère va être dans ces propriétés-là. C'est normal en fait, hein, si jamais vous voulez le remettre si jamais vous devez repasser sur l'italique pour le remettre correctement, c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans les citations par exemple. Une citation de base est en italique, mais quand une citation cite une citation, la citation citée dans la citation, elle, est en normal. Donc en fait, quand vous repassez dessus, si vous voulez enlever l'italique qui était mis, c'est normal. Et donc, en plus de ces déclarations liées au caractère, on a des déclarations liées au texte en tant que tel, qui sont faites avec texte, tout simplement. Donc, par exemple, texte décoration, known qui va rien afficher parce qu'on n'en met pas, et underline pour souligner. Et vu que là, on ne joue plus sur le caractère, mais sur le texte en lui-même, en fait, c'est text decoration. On peut transformer ce texte. Alors, je vais juste enlever des trucs parce que j'arrive en bas de page. Par exemple, ça, on n'en a pas besoin, c'est la règle de base. Et. On va mettre une barre de truc ici. Je suis juste contraint dans l'espace de ce truc. Voilà. Si par exemple on veut mettre tout en majuscule, c'est ici qu'on va le faire. On va dire qu'on veut prendre le texte, on veut le transformer. Texte transforme en uppercase. Donc tout en majuscule. On peut faire la même chose en lowercase pour tout en bas de case. Voilà. Et là on voit que les majuscules ont disparu pour avoir que du bas de case. Il y a une variante qui existe, qui est quand on a des petites majuscules en fait. C'est ce qu'on appelle les small caps. Donc ça permet. Cette typo ne le gère pas, c'est extraordinaire. Ah oui, pardon, oui. Autant pour moi. Oui. Hop. Ah oui, c'est capitalize qui est en forme. Transform. Hop. Je vais juste enlever ça 2 secondes, remettre en commentaire. Voilà. Oui, alors pour les commentaires, en fait, avant, on avait donc le slash étoile et mettre un commentaire et en faire par étoile slash. Quand on a une ligne et qu'on veut juste l'enlever temporairement, 2 slash, en fait, ça permet de créer un commentaire. Et donc ça. C'est pas valide. Oui, mais c'est exploité par tout le monde. Non, mais juste pour préciser, vous pouvez le faire pour vous développer, etc. Mais sur un site web que vous mettez en ligne, mettez-le avec la forme complète, slash, sinon ça peut créer des problèmes. Sachant qu'il y a quand même une grosse différence d'interprétation entre les deux, qui est que quand on met des astérisques, tout est en commentaire jusqu'à ce qu'on referme l'astérisque slash, alors que là c'est vraiment juste la ligne en question. Capitalize, qui permet justement de mettre chaque caractère, chaque mot
la première lettre du mot va être automatiquement en majuscule. Font variante, donc avec small caps, hein, comme on l'a vu, qui permet de faire tout avec des petites, ce qu'on appelle des petites majuscules. Dans le texte et dans comment on peut jouer, il y a forcément texte à ligne, qui permet d'aligner justement, de faire donc du ferré à gauche, ferré à droite ou du centrage justement horizontal. Et voilà. Voilà pour le texte. Je réfléchis juste s'il y a quelque chose d'important d'autre dans les autres variables, dans les autres propriétés de texte. Moi, je ne crois pas. Vous avez des questions par rapport aux propriétés de texte et fonte? Non? Donc à partir de là, vous pouvez jouer sur n'importe quel caractère et pouvoir faire justement un peu tout ce que vous voulez. Pensez juste à un truc sur les fontes, notamment sur font size, il y a une limite de visibilité quand même à ne pas franchir, qui en général sont en dessous de 10 pixels, ça devient très compliqué la visibilité. Et la taille standard, enfin il n'y a pas de standard là-dessus, mais la taille habituelle d'une typo sur internet c'est 16 pixels. Donc on est loin de la notion de point qu'on peut avoir justement dans Word ou dans ce que vous pouvez voir dans les traitements de texte justement de ce type-là. Dans les blocs en question, le bloc enfant qui est au milieu, donc son bloc parent, on aurait pu décider qu'il soit centré justement dans le bloc. Et là, c'est pas texte à ligne qui va fonctionner, parce que texte à ligne ne se réfère que au texte, mais ça va être justement le fait de lui introduire une marge qui soit flottante sur les bords. Donc, on va définir une marge qui va être de 0, parce qu'on ne veut pas que personne qui ait de marge, et en automatique. Et vous voyez que le fait de définir automatique, donc le 0 auto, ça le met au milieu. En fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on définit. Ici, avec le 0 auto, on dit, donc avec le 0, que la marge en haut et en bas est de 0, qu'il n'y en a pas, et auto, que la marge à droite et à gauche est calculée automatiquement pour le centrer. Ça revient à la même chose que de taper ça. Sauf que, vu qu'on répète, en fait, vu qu'on est en train de répéter 2 fois le même pattern, on peut le diminuer en un seul pattern. Si maintenant vous voulez définir, je vais dire que c'est le nouveau pas standard, mais si on veut définir une marge haute et une marge basse différentes, sans bouger, on peut faire ça par exemple, et donc il ne fait pas la même marge en haut et la même marge en bas. Voilà. Il comprend quand on met en place ça sans forcément devoir retaper à la fin le auto. Ça paraît bizarre parfois d'essayer de réduire au maximum l'écriture qu'on en fait, mais quand on est web designer et qu'on écrit des lignes et des lignes et des lignes de code toute la journée sur l'écran, en fait, on est content de pouvoir parfois abréger un certain nombre de caractères. Donc ça, c'est pour justement centrer un bloc dans son parent. C'est toujours relatif à un parent. À côté de cette notion-là, pour pouvoir bouger le bloc justement dans son parent, il y a d'autres notions qui existent, notamment la notion de bloc flottant. Donc on peut introduire avec float, ici. Avec float. Voilà. Ici, par exemple, on voit qu'en mettant le positionnement à droite, le bloc est parti justement se poser à droite, avec la taille qu'il a ou autre. Par contre, vous voyez que le parent, en rouge, est devenu tout petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, il n'a plus aucun contenu. À partir du moment où on décide de mettre un bloc comme flottant, en fait, il quitte son parent et il s'affiche juste par rapport à lui. Mais il n'est plus considéré comme un contenu du parent. Donc ici, en fait, le parent en question, s'il y a juste cette bande rouge là, c'est à cause du padding qu'on avait imposé aux parents. Et vu qu'on avait imposé ce padding là, il affiche son padding, mais aucun contenu dedans. Quand on fait des positionnements comme ça, par exemple si j'ajoute un autre petit bloc en dessous, qui est enfant, classe égale enfant 2, hop. Voilà. Et que je ne peux pas descendre, donc ça, on va enlever ça. Voilà, parfait, et je vais enlever ça. Donc là, par exemple, on a deux blocs qui sont tous les deux en flottant, qui s'adaptent pour se mettre l'un à côté de l'autre, mais toujours ferrés, en fait, à droite du bloc parent. Si maintenant on avait défini dans l'enfant, dans le bloc enfant 2, donc le deuxième, celui qui est affiché donc à gauche, si on lui avait demandé de se mettre en dessous, donc qu'il soit quand même flottant à droite, mais qu'il aille en dessous, on peut définir, en fait, on peut lui demander d'attendre pour s'afficher qu'il n'y ait pas d'autre contenu à côté de lui. Donc en l'occurrence, ça va être clear. Voilà. Et donc avec clear, en fait, il s'affiche en dessous. Pourquoi? Parce qu'avec clear, on lui a demandé, en fait, d'aller
le plus à droite possible, à partir du moment où il n'y en a pas d'autres qui ont demandé à être à droite. Donc en l'occurrence, c'est pour ça qu'il se met en dessous. Quand vous avez plusieurs blocs qui sont flottants sur la même position, gauche ou droite, en fait, c'est toujours le premier bloc appelé qui va être le plus à l'extrémité, et plus ça va être des blocs récents, donc le 2, le 3, le 4, le 5, etc., plus ils vont aller vers le centre en fait. Et donc ils vont s'échapper de l'autre côté. Donc vers la gauche quand on a ferré à droite, et vers la droite quand on a ferré à gauche. Si maintenant on souhaitait tout simplement que qu'il y ait un troisième enfant, par exemple le div classe enfant 3, on en rajoute un. Qu'est-ce que je peux virer pour faire de la place? On va virer ça. Et je vais le mettre ici, div enfant 3, et là. Bon, on va faire ça un peu. Donc là, vous avez compris en fait ce qui se passe quand je fais ça ou pas? Le coup de l'espace? Non? En fait, ce que je viens de faire, c'est que chaque div en question s'appelle enfant, donc il récupère automatiquement ce qui est noté ici, donc div enfant avec l'ensemble des propriétés qui y sont apportées, donc le background, la bordure, la hauteur, la largeur, le positionnement. Et chacun a une autre classe qui va l'identifier en plus et avec qui je vais définir des choses. Donc c'est là où chaque bloc est en flottant à droite, mais c'est pour ça que celui-là ici, en l'occurrence, est placé en bas. Parce que lui qui s'appelle enfant 2 a reçu en plus des déclarations enfant la demande d'attendre qu'il n'y ait plus personne en dessous, donc de se mettre en dessous. Et le 3 s'affiche à côté de lui, parce que vu qu'il doit aussi être flottant à droite, mais que lui on n'a pas demandé d'aller à un endroit où c'est vide, en fait il se place à côté du dernier bloc sur lequel il peut se placer, donc ici. Si maintenant je demande à l'enfant 3 en l'occurrence d'être en flottant, à droite, voilà, à gauche, il va pouvoir se mettre directement ici. Pourquoi? Parce que là on avait déjà mis un clear ici, qui fait qu'on demande à vider totalement ce qu'il y a au-dessus et à plus considérer quand on se positionne tout ce qui est au-dessus. Il peut se passer là. Et on le voit ici, enfant est normalement ferré à droite, mais le fait de rajouter dans enfant 3 qui est déclaré après le fait qu'il soit ferré à gauche, c'est le fait d'être ferré à gauche avec le float left qui est forcément qui surcharge le positionnement à droite pour le mettre là-bas. Si je rajoute dans le div enfant 3 clear left, vous verrez, ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de bloc à gauche. Donc vu qu'il n'y a jamais eu de bloc à gauche, il n'a pas besoin de s'enlever et de descendre plus bas. Par contre, si on voulait demander d'être sûr qu'il n'y ait plus personne du tout et de se poser en dessous de celui-là, en fait, à ce moment-là, il faudrait mettre clear both, donc des deux côtés. Et alors, on ne peut pas scroller visiblement sa mère, mais on voit ici le petit bout de la bordure blanche. Donc peut-être si scroller avec la barre. Voilà, il a attendu que justement tout soit affiché pour s'afficher par après. Donc ça, c'est le concept de positionnement flottant. Est-ce que vous voyez, ça va pas? En général, c'est le plus compliqué en fait en CSS, la notion de positionnement et de quand on va le mettre. Non? Je dois t'arrêter. Ok. Je montre juste un truc alors. Juste, si on voulait que le parent en question puisse avoir la taille entière de tous les flottants qu'il y a dedans, on aurait pu avoir un dernier div qui s'appelle div classe enfant 4 directement. Voilà. Dans lequel on a un contenu. Vous voyez déjà que vu qu'il n'est pas en flottant, d'un coup, le parent il prend la taille en question vu qu'il n'est pas en flottant. Et si en plus je lui impose le div enfant 4 clear both. Hop. Ah, ça marche pas, c'est bizarre. Ok, bon, ça va pas, tant pis. Ok, et je suis contraint par le temps, donc c'est la merde. Bon, voilà. Vous avez des questions par rapport à ça ou pas du tout? Ou ça va? Par rapport à tout? Des fois, quand on va sur le mobile, c'est moins le cas, mais des fois, on avait des sites qu'on ne trouvait pas. Parce qu'il était trop grand par rapport à l'écran? Ouais, c'était vraiment.
Alors ça, c'est des apportés. C'est ça, c'est les apportés de CSS3 justement. Donc là, on est resté à ce qui est dans CSS historique, entre guillemets. Donc CSS3, on a différentes nouveautés qui sont introduites, notamment des animations et des transformations, mais aussi toute la notion justement de responsive avec ce qu'on appelle les media queries, qui permet de dire justement quand la largeur de l'écran ou du support est inférieure ou supérieure à une donnée qu'on met en place dedans, ou la hauteur, on va changer le CSS en question. C'est-à-dire que chaque élément va plus avoir un CSS unique tout le temps et avoir un CSS adapté en fait au support sur lequel il est installé. D'autres questions? Non, c'est bon? Ok. Ok, bon ben voilà. Juste avant de vous partir, pour ceux qui restent, j'ai des questionnaires à vous faire remplir. C'est illisible le code.